l'occasion de remercier au nom de tous les héritiers, de remercier énormément et le père Papellet et le père Michel de nous permettre de faire ça ici. Et d'autre part, bien sûr, Madame Bettina Confili, qui est la présidente du comité officiel des fêtes du Riol, et Jean-Patrick André, d'avoir eu l'idée de monter cette initiative. Alors, Charles Kœchlin est quelqu'un qui, de l'avis de la plupart des spécialistes de la musique, est un des compositeurs et musicographes les plus prolifiques de son époque. Il faut savoir qu'il y a 226 numéros d'opus, dont tous n'ont pas été joués encore, qui ont été donc produits par Charles Kœchlin entre 1867 et 1950. Et bien que sa renommée soit absolument mondiale, et vous verrez un petit peu pourquoi, il faut savoir qu'elle est encore assez peu connue en France, en fait. Alors donc, il est né le 27 novembre 1867 à Paris. Il est le 5e enfant d'une vieille famille alsacienne. Son grand-père, Jean Dolphus, avait fait fonder une filature à Mulhouse et également une usine qui permettait d'imprimer des cotonnades. Et le père de Charles Kœchlin était dessinateur dans cette usine qui donc faisait des dessins. D'ailleurs, le dessin, c'est assez intéressant et très commun à tous les membres de la famille, même du temps de mon arrière-grand-père, puisque une de mes tantes était professeure de dessin, que d'autres personnes, il n'y en a aucun que je connaisse qui n'ait pas au moins tenu un crayon ou quelque chose, y compris Charles Kœchlin. Et effectivement, il dessinait très bien. Et on peut voir sur les différents sites des dessins originaux de Charles Kœchlin. Mais dans ces familles, si on dessinait beaucoup, on jouait pas mal de musique en famille, c'est sûr. Mais alors l'idée de composer et d'en faire un métier, alors là, c'était vraiment pas dans l'air du temps. Charles Kœchlin a donc commencé ses études secondaires à l'Institut Monge à Paris, qui est maintenant le lycée Carnot, et il faisait déjà partie du cœur de cet institut. Il pense alors plutôt à une carrière militaire ou dans la marine, et il prépare le concours d'entrée à Polytechnique, qu'il intègre en 1887. Mais en deuxième année, il est atteint par la tuberculose et il est obligé de s'arrêter. Pendant un an, il sera en Algérie et à Aix pour combattre la tuberculose et il reprend donc ses études et il sort donc en 1898-1899. Mais il se rend bien compte que faire avec sa santé, faire une carrière militaire ou pas, c'est pas tellement son truc. Et pendant qu'il était en convalescence, il s'était énormément intéressé à la musique, il commençait à se passionner à la musique. Donc il démissionne de l'X, de Polytechnique, et il entre au conservatoire à Paris. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que, en fait, l'opus numéro 2 qu'il a composé s'appelle l'épopée de Polytechnique et a été fait à l'occasion du centenaire de l'école Polytechnique. Donc il démissionne et tout de suite il a des professeurs extrêmement intéressants à ce conservatoire, avec Massenet, César Franck, Gabriel Fauré, des gens que vous avez déjà entendus, et d'autres professeurs plus tard, en particulier, il a eu aussi César Franck et Gabriel Fauré comme professeur. Et puis, comme il a une belle voix de baryton, il fait partie du chœur, bien sûr, du conservatoire, et les premières choses qu'il va composer, ça va être des chants chorales. Vraiment orientés comme ça, et en particulier à partir de poèmes de Théodore de Banville, ou bien de Le Comte de Lille. Et puis quelque chose qui va un petit peu évoquer la façon dont il a, sur son amour de la nature, ça a été de faire, à partir de Heinrich Heine, une mélodie qui s'appelle En mer la nuit, et qui a été donnée au Mosseur-Colonne. Une autre création de l'époque, une suite symphonique qui s'appelle L'Automne. Et effectivement, assez proche des approches de Jean-Jacques Rousseau, il a toujours été fasciné par la nature. Et donc on va trouver, si vous lisez son catalogue, vous verrez énormément de références à la nature dans les titres des différentes compositions qu'il a pu faire. C'est en avril 1903 qu'il épouse Suzanne Pierrat, qui décédera en 1965. Ils auront 5 enfants, dont le premier, Jean-Michel, commandant Lancourt, et je pense que c'est celui que vous avez rencontré, Jean-Patrick. Hélène, qui était professeure de dessin, une excellente aquarelliste. Et je n'ai pas retrouvé là pour l'instant le dessin qu'il y a, je suis sûr qu'il y en a.
Madeleine, qui était institutrice et directrice d'école, Nina, ma mère, qui était médecin, et Yves, qui était ingénieur au CEA. Yves épousera Noémie Langevin, qui est la petite fille du physicien Paul Langevin, et qui passait ses vacances, entre autres, Paul Langevin, qui passait ses vacances au Royaume. Mais c'est pas tout, il faut assurer quand même la vie de la famille, 5 enfants, et donc, étant donné que sa musique n'était pas forcément immédiatement jouée, il s'est tout de suite orienté vers l'enseignement et des conférences. Il a fait énormément de conférences et énormément d'ouvrages d'enseignement orientés sur, d'une part, les différentes techniques de chœur ou d'orchestration, mais également pour différents instruments. Et d'une façon générale, quand il a fait des études, par exemple, j'ai des amis qui jouent du saxophone, les études de Kœchlin pour saxophone, c'est pas donné à tout le monde d'y arriver. Par contre, il a fait également des traités, un traité d'harmonie, un traité qui s'appelait Harmonie des couleurs et nuances. Pour un musicien, ça paraît surprenant. Mais pour lui, dans la construction orchestrale, etc., il n'y avait pas de différence à manier des nuances ou des couleurs. Les couleurs, on parle souvent de la couleur des sons, et donc c'était normal qu'il fasse ça. Par contre, un ouvrage tout à fait particulier, c'est son traité d'orchestration qui fait 4 volumes, et qui reste encore aujourd'hui la référence mondiale en matière d'orchestration. Et quand vous rencontrez quelqu'un à l'étranger ou même en France, vous dites « Ah, Kœchlin, oui, traité d'orchestration ». Et c'est cette maîtrise de l'instrument orchestre, on peut appeler ça un instrument, l'orchestre lui-même, qui lui avait voulu le nom d'alchimiste des sons. Et c'est ce qui fait que quelquefois, effectivement, ça peut surprendre. En première audition, certaines musiques peuvent être surprenantes. Ensuite, c'est une époque où la musique évoluait pas mal, et donc avec Maurice Ravel et Florent Schmitt, il a fondé la Société musicale indépendante dans le but de promouvoir justement cette musique contemporaine. Mais il a eu une autre occasion. C'est en 1918, il avait une élève en France, Catherine Horner, une américaine, qui lui a obtenu un certain nombre de conférences dans toutes les grandes universités de Californie et du Canada. Donc il fera 7 voyages. Le dernier, c'était en 1937. Il a été très marqué par ses déplacements, ainsi que d'autres en Europe, des lectures. Et donc, il a écrit, par exemple, le portrait de Daisy Hamilton, qui était une actrice très connue à l'époque, ou bien l'album de Ligan en 1934, ou Danse pour Ginger Roger, qui était une partenaire de Fred Astaire. Donc, il a été assez marqué par ça. Un autre point qui l'a énormément marqué, c'est quand il a découvert le livre de la jungle de Kipling. Il a été fasciné par les atmosphères qu'évoque ce livre. Et ça lui inspirera un poème symphonique assez extraordinaire, que j'ai eu l'occasion d'entendre, sur le même titre, et qui a commencé en 1899, mais qui, avec les différents enrichissements qu'il a fait, la complétion a été en 1940. Il faut voir qu'est-ce qu'il faut monter. Pour monter le livre de la jungle, quand vous êtes en face de l'orchestre, vous êtes extrêmement surpris. Parce qu'il faut des grandes orgues, c'est vraiment quelque chose de phénoménal. Mais c'est aussi phénoménal à écouter. En 1933, il découvre un moment le cinéma. Et c'est quelque chose qui le passionne. Et donc, il va écrire quelque chose d'assez original qui s'appelle la Seven Star Symphony, qui utilise les ondes Bartholomew, qui est un instrument inventé par un Français, qui est assez particulière. Je ne pense pas que beaucoup d'entre vous aient eu l'occasion d'entendre des ondes Bartholomew. En fait, c'est un film sur lequel vous déplacez le doigt, et suivant l'endroit où vous êtes sur le film, vous donnez des tonalités que beaucoup de jeunes musiciens actuellement, DJ ou autres, aimeraient probablement avoir. Et donc, les 7 stars sont Douglas Fairbanks, Lilian Harvey, Greta Garbo, Clara Bow, Arlene Dietrich, Emile Janin et Charlie Chaplin. Il a composé d'autres musiques pour films, en particulier Les Confidences d'un joueur de clarinette, c'était sur un roman de Herman Chatrian. Mais le film Victoire de la vie d'Henri Cartier-Bresson a été vraiment projeté, et c'était en soutien avec la lutte des républicains espagnols. Il a toujours été assez engagé du côté politique, avec des visions plutôt de gauche. Et il s'intéresse à un autre point important, c'est que pour lui, il n'y a pas de différence ou de distance entre la musique populaire et les autres formes musicales. Il a harmonisé énormément de chansons et de musique populaire de différentes régions, différents pays qu'il a traversés à l'occasion de vacances en famille, comme la Bretagne, la Vendée, la Normandie, la Russie, la Hongrie, la Grèce,
Grèce, le Maghreb. Donc ça donne des choses vraiment tout à fait étonnantes. Quand vous parcourez la liste de ce qu'il a fait, c'est un peu surprenant. Et puis, il y a un autre aspect également. On parlait de musique de transit un petit peu entre le avant Debussy, le après Fauré et tout ça, effectivement. Entre 1910 et 1920, c'est à peu près le moment où il s'intéresse au Canadien, on va voir ça. Il a fait beaucoup de recherches qu'on appelle architectoniques sur toutes les différentes formes, en sonate ou en orchestration, en chorale, parce que pour lui, que ce soit la tonalité, la modalité, la tonalité ou la polytonalité, tout ça, ça n'est que les différents aspects d'une même chose. Et c'était tous ces résultats de cette approche et cette érudition qu'il avait, il a toujours été admiré par des élèves comme il a eu Francis Poulenc, Fred Barlow, ou bien encore Henri Sauquet et d'autres. Mais je dirais que ce n'est pas les gens qui avaient une approche classique de la musique n'ont pas été du tout persuadés au début par sa forme de musique justement, qui était assez dérangeante, qui ouvrait des espaces auxquels les gens n'étaient pas habitués. Il y a eu un festival Kœchlin qui s'est tenu en 1932 à Pleyel et qui a été l'occasion vraiment déjà de faire connaître sa musique. Il a passé beaucoup de temps aussi, parce qu'il se passionnait, sur l'enseignement musical. Et il était très pédagogue et donc il a fait au moins une trentaine de conférences radio. Entre 37 et 40, il avait sa conférence mensuelle. Il a été professeur aussi à la Scola Cotorum, ou à l'École normale de musique de Paris, où il a succédé à quelqu'un qui est connu aussi, qui est Nadia Boulanger. Par contre, ce qui est intéressant, c'est que si on dit qu'en France, par exemple, il est moins connu, il n'en est pas, c'est absolument pas le cas aux États-Unis, en Suède, au Danemark, en Allemagne, il est beaucoup plus connu qu'ici. J'étais très surpris de voir, j'ai travaillé avec mon président et mon PDG connaissait très bien Kœchlin. Surprenant. Charles Kœchlin était, alors là on change complètement de registre, mais Charles Kœchlin, à travers ça, et c'est ce qu'il a aussi lui a donné cette ouverture d'esprit, a été un grand voyageur. Il était passionné d'astronomie. Il avait amené une lunette ici au Canada. De photographie. Il a fait plus de 4000 plaques de verre stéréo au cours de tous ses voyages, dont on a fait d'ailleurs une donation ensemble, tous les héritiers, au musée de Chalon. Il développait lui-même ses photos, chose particulière également. Sa bibliothèque était à peu près aussi variée que tout ça, c'est-à-dire que c'était une bibliothèque extrêmement étonnante, éclectique, il y avait de tout, depuis Jules Verne, en passant par tous les auteurs, que ce soit du Balzac, etc. C'était tout à fait étonnant, et c'était aussi apprécié par les gens qui venaient le voir que par ses petits-enfants et ses enfants. Il a aussi une correspondance assez étonnante, une très très grande diversité avec tous les milieux culturels de l'époque. Et ça montre également son ouverture d'esprit qu'il avait. C'était toujours des échanges. Relire cette correspondance, c'est toujours un régal. Ça a été un architecte également. D'une part, dans une maison, pour l'entretien d'une maison qui est à Villers-sur-Mer, et en fait, dont le cœur de cette propriété, qui est une ancienne propriété familiale, est un chalet de l'exposition universelle de 1878, un chalet alsacien qui a été démonté pour être construit à Villers-sur-Mer. Il y a passé énormément de vacances. Et puis, en 1910, il découvre un petit peu le sud de la France, qu'il avait déjà parcouru. Et la première chose qu'il fait, c'est de commencer à acheter un terrain à Boulouris, où il a fait construire une maison. Et à peu près immédiatement, il a acheté deux parcelles de terrain au Canada. Et donc, effectivement, il y a une maison qui a été construite sur tous ses dessins. C'est lui qui a entièrement dessiné la maison, dans les plus grands détails, y compris toutes les ferronneries, tout ça, c'est sa création. Et cette maison, c'est donc la villa Kœchlin. Et par contre, il était obligé de revendre Boulouris. Donc ça a été un déchirement pour lui, mais pas de tout faire à la fois. Le Canada, c'est un endroit où il a reçu énormément de visiteurs, ses élèves, des musiciens, mais également un tas d'autres personnes qu'il a pu rencontrer, que ce soit des poètes, que ce soit des scientifiques. C'était vraiment un endroit, cette maison a été faite pour un couple qui reçoit des amis, avec qui on peut discuter, et on peut dire que quand on relit la correspondance de Kœchlin avec ses visiteurs, ce qui figure tout de suite, c'est on est vraiment dans un milieu absolument extraordinaire, qui est une source qu'on ne peut pas oublier, qui pour chacun est une source d'inspiration absolument inoubliable. Et la vue imprenable qu'offre la villa Kœchlin, pour ceux qui la connaissent, fait que l'armée allemande avait trouvé très intéressant de l'utiliser pour faire son QG, parce qu'effectivement, la vue que l'on a d'un
particulier la tour, est assez extraordinaire. Et c'est également sur les cartes marines, vous pouvez voir tour blanche, comme bon repère pour tous les marins qui circulent dans le coin. Pour conclure, on pourrait dire que, par rapport à son caractère, que Kœchlin est avant tout un homme de liberté, vraiment peu mondain, indépendant. Et c'est lui-même qui a dit, en 1947, « Au soir de ma vie, je me rends compte que la réalisation de mes rêves d'artiste, pour incomplète qu'elle soit, m'a donné la satisfaction intime de ne pas avoir perdu mon temps sur la Terre. » Il s'est donc éteint le 31 décembre au Canada. Il est enterré. Il a eu une dérogation, il est enterré au Canada, dans son jardin. Et si vous lisez sur la tombe, vous verrez, l'esprit de mon œuvre est celui de toute ma vie, et surtout un esprit de liberté. Pour cet anniversaire, il y a déjà un certain nombre de concerts qui ont été faits, également à France Musique. Une des sociétés de diffusion de disques est en train de préparer un CD en souvenir, et de nombreuses associations culturelles à travers la France sont en train également de préparer des concerts en témoignage. 2 œuvres vous êtes proposées aujourd'hui et demain. L'une qui est l'opus 19, qui a été composée en 1898 et 1901, et qui a été créée en fait en 1982 lors d'un festival Kœchlin à Ville-d'Avray. Et puis il y aura l'opus 32 qui lui a été créé pour demain, qui a été créé en 1896 et 1906, qui a été également créé à Ville-d'Avray en 1982, qui a été transposé par Jean-Patrick André, mais là je vais lui laisser l'initiative de pouvoir vous expliquer ce qu'il a fait et qui est à l'initiative de ces concerts et un petit peu ce que vous allez entendre ensuite. Merci à tous et bonne écoute. Merci beaucoup, Monsieur Lerique, de cette intervention et de cet éclairage que vous nous avez donné de Charles Kœchlin. Alors, je ne vais pas être long, assurez-vous, simplement pour vous dire que la pièce dont on fait référence, et qui est donc l'opus 32, est un trio qui, à l'origine, a été écrit par Charles Kœchlin pour le piano, pour l'alto, le cor et le violon. Et donc, pour moi, puisque demain nous aurons un concert en trio, mais avec piano et instruments à vent, avec clarinette et cordes basset, il fallait donc que je transpose pour que le violon devienne une clarinette et que le cor devienne un corps de basset. Donc demain, je vous invite à venir écouter ces 4 petites pièces donc, de l'opus 32 qui sont de vraies petites merveilles, et j'ai eu un plaisir immense à faire cette transposition.